tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors normalement vous l'aurez remarqué avec le titre, aujourd'hui on va s'intéresser un peu au passé puisqu'on va parler de paléontologie, on va parler de fossiles. Alors paléontologie c'est le gros mot de la vidéo, à replacer dans le Scrabble, bon coin. Cette vidéo va en fait s'articuler en deux parties. Nous sommes ici dans la vallée de la Zergue, entre Mâcon et Lyon, pas loin de Villefranche-sur-Saône, dans la région du Beaujolais qui est relativement riche en fossiles, et on se trouve à l'espace Pierre Folle qui est juste à côté d'une carrière. On va pouvoir faire dans cette vidéo deux choses principales. On va d'abord extraire nous-mêmes des fossiles, mais on va aussi visiter un peu le musée qui va nous expliquer mieux comment s'organise la géologie du Beaujolais et comment les fossiles ont pu prendre part au patrimoine mondial du Beaujolais puisque ce parc fait partie du géoparc de l'UNESCO. Et bien tout de suite, sans plus attendre, allons extraire les fossiles issus de la carrière. Je tiens à adresser mes remerciements à la LBO qui a organisé cette sortie et sans qui cette vidéo n'aurait bien sûr pas été faisable, mais aussi à l'espace Pierre Folle pour leur accueil, leur disponibilité face à nos multiples questions. On nous a mis à disposition des tas de pierres fossilifères issues de la carrière Lafarge, qui est une carrière encore exploitée aujourd'hui pour ses roches. La première étape consiste donc à retrouver parmi toutes ces roches lesquelles possèdent des fossiles et seront intéressantes lors de l'extraction. Pour ce faire, nous utilisons des pioches et des marteaux de géologue afin de retrouver parmi ces dépôts les vestiges du passé. La deuxième étape consiste en quelque sorte à unboxer le fossile de sa roche. En effet, un fossile n'est que l'empreinte des parties dures d'un animal à l'intérieur d'une matrice sédimentaire, et la différence temporelle entre la mise en place des processus de fossilisation et de diagenèse, la formation de la roche, est à l'origine de mise en place d'hétérogénéité au sein de la structure qui va créer une différence de cohésion entre le fossile et sa matrice, et c'est sur ces différences de cohésion que l'on se base lors de l'extraction afin de pouvoir conserver toute la forme originelle de l'animal. C'est une étape particulièrement sensible où prudence et délicatesse doivent être de la partie, car il n'est pas rare de casser des fossiles lors du dégagement. Et bien après avoir pu un peu expérimenter le travail de terrain du paléontologue, on va aller visiter le musée afin de comprendre un peu mieux comment ce type de travail peut nous renseigner sur l'histoire de la Terre et l'évolution de la vie au cours du temps. Et tout le reste, c'est bien sûr le produit d'un patient dégagement des fossiles. Ce que vous avez fait, expérimenté tout à l'heure, mais à la puissance 500. C'est pas 1 heure, c'est 500 ici. Alors, c'est un reste de fond marin, bien sûr. C'est des restes d'organismes marins. Les ammonites, les nautiles, on vous en a parlé, je pense, lors du dégagement, lors de la recherche que vous venez de faire. On a essentiellement des restes d'organismes de haute mer, ici. Vous regardez, vous avez très peu d'organismes du fond marin côtier. Voilà. Vous en avez un ici. Vous en avez un là, éventuellement, voilà, peut-être ici aussi. Bon. L'essentiel présent sur cette pièce, surtout des restes d'organismes de haute mer. Alors, on peut se poser la question après du nombre. Pourquoi autant de fossiles? Soit ils sont arrivés tous en même temps, soit les uns après les autres. Alors, si c'est tous en même temps, ben, on comprend qu'il y a une richesse, il peut y avoir un courant qui a tout rassemblé les coquilles, et voilà, puis qui les a déposés à un endroit donné. Soit ils sont arrivés les uns après les autres, mais alors du coup, il faut imaginer les choses dans le temps. Parce que ces animaux qui faisaient des kilomètres au cours de leur vie, eh ben, comment ça se fait qu'ils se retrouvent tous là, rassemblés? Ici, c'est toute une couche qui est présente dans toute la région, c'est des dizaines de kilomètres carrés, cette couche. Si on fait le compte
de l'importance de cette couche en termes d'affleurement en surface, mais en termes d'existence dans la profondeur géologique, hein, c'est des dizaines de kilomètres carrés, voire bien plus. Hein. Donc c'est des millions de fossiles. Tous ces animaux sont arrivés les uns après les autres, mais le sédiment s'est déposé sur un temps extrêmement long. Donc du coup, les statistiques de présence de ces organismes dans la matière augmentent fortement. Ichthyosaure ictus, le poisson, sort le lézard poisson. Il porte bien son nom, lui, par contre. On voit très très bien les os du crâne avec le long museau qui caractérise les ichthyosaures, complètement édenté. D'accord. Les trucs pointus que vous voyez au niveau du museau, c'est des rostres de Belemnite. On voit bien la paire de nageoires avant, la colonne vertébrale, les côtes, et puis les restes de la paire de nageoires arrière. Vous voyez, jusque-là, c'est pratiquement complet. Par contre, effectivement, la partie arrière est toute disloquée. Il n'y a que cet élément qui a été retrouvé. Le reste, c'est un symbolisme de la queue. C'est pas très très scientifique, mais ça dit un petit peu les circonstances de découverte de cet animal qui a été découvert certes tard. Quelques scientifiques, mais surtout par des amateurs. Parce qu'effectivement, comme il est à peu près complet jusqu'ici, on peut se demander quelle était sa taille totale. Et bien c'est cet ichthyosaure qui le dit. Et il y a une constante chez les ichthyosaures, c'est que la taille que vous avez, enfin la distance que vous avez entre les deux paires de nageoires, d'accord, entre les deux ceintures, eh bien c'est à peu près la même qu'entre la dernière paire de nageoires et le bout de la queue. C'est systématique chez les ichthyosaures. Donc là, entre les deux paires de nageoires, vous avez 4 mètres. Donc à partir d'ici, bon, on ne va pas être trop gourmand, on ne sait jamais. On va mettre au moins 3 mètres, voyez, c'est-à-dire 8 et 3, 11. C'est-à-dire l'espace en gros qui est entre les deux. Alors c'est là, au moment de la diversification des ichthyosaures, hein, et de leurs homologues aériens, que sont les ptérosaures. Voilà. Et donc, si je ne me trompe pas, 175, regardez, la pierre que je vous ai commentée, elle est là, justement, à la limite entre la partie inférieure et la partie moyenne de cette période qu'on appelle le Jurassique. Voilà. Et l'ichthyosaure, lui, il est là. D'accord ? Justement dans la période de diversification. Donc, comme je vous le disais, on est bien avant les grands dinosaures, style Diplodocus et autres, hein, du Jurassique supérieur, et puis des grands dinosaures carnivores qui arrivent au Crétacé. Notre visite est ensuite achevée par un parcours au sein du sentier botanique afin de voir le lien indéniable qui existe entre la végétation et le sol sur lequel elle pousse. Je ne peux que vous encourager à aller y faire un tour afin de satisfaire, j'espère, votre curiosité sur le sujet. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez appris des choses un peu plus sur qu'est-ce qu'un fossile, comment il se forme et pourquoi le Beaujolais est très important. J'espère que vous avez aimé aussi l'extraction de fossiles, vous avez pu voir la grosse ammonite, je vais essayer de la dégager, je vous mettrai des photos, tout ça sur ma page Facebook, d'ailleurs je vous invite à la suivre, une nouvelle page, c'est Baez Productions, où je vous montre en fait tout l'envers du décor de comment je fais mes vidéos
comment est-ce que j'arrive aux résultats que vous pouvez bien sûr trouver sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille de vous abonner, c'est ce qui me motive le plus à continuer. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite de bonnes aventures, jusqu'à la prochaine!